On entame donc la deuxième partie de cette journée autour de la coordination des processus internes et externes, avec deux interventions. Une intervention sur la chimiothérapie au domicile sous contrôle, que le docteur Pierre-Étienne Eudel va nous présenter dans quelques secondes. Et puis nous parlerons ensuite de la récupération rapide après chirurgie, comme standard, avec Catherine Galin, directrice adjointe de la clinique du Tonkin, que j'ai perdu, mais qui va revenir. Ah, elle est déjà là. Voilà, elle est cachée. Ah, elle se cache. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Donc, intervention sur la RAC comme standard. Et puis ensuite, nous laisserons la parole à Patrick Vandenberg pour ses remarques sur le décloisonnement au service du régulateur régional, avant d'entendre Jean-Pierre Clavran, qui nous a rejoint au premier rang. Voilà. Je te cède tout de suite la parole, Pierre-Étienne, parce que le temps a un petit peu dérivé, comme malheureusement c'est souvent le cas. Mais je crois qu'il faut quand même prendre le temps nécessaire pour que tu puisses exposer correctement les choses. C'est gentil. Ouais. Merci. Merci Christophe, merci Jean-Baptiste pour l'invitation. Donc moi je suis médecin, je suis cancérologue au Centre Lombera, c'est un centre de lutte contre le cancer à Lyon. Et je vais vous présenter un de nos projets qu'on a mis en place en début d'année 2017, qui était la coordination d'un parcours de soins, d'un parcours d'un patient sous anticancéreux oral. Alors, j'associe forcément à cette présentation mon pharmacien Bertrand Favier et également Thierry Durand, que certains d'entre vous connaissent peut-être un petit peu, qui est mon directeur du système d'information Centre Lombera, et surtout qui a une deuxième casquette en tant qu'administrateur du G16 ISRA, qui va bientôt s'appeler G16. Peut-être G7 d'ailleurs, c'est Sarah, en englobant, c'était Système d'information de santé en Rhône-Alpes. Et vous verrez que les enjeux de la communication dématérialisée, rapide et sécurisée est quelque chose qui est fondamental désormais si on veut coordonner des parcours de patients, coordonner les parcours ville-hôpital si vous le souhaitez. Finalement, les patients sont de plus en plus en ville qu'à l'hôpital. Alors, les anticancéreux oraux, qu'est-ce que c'est ? Peut-être que si vous êtes dans le monde de la cancérologie, vous en avez entendu parler. C'est pas du tout quelque chose de nouveau, hein. Le premier plan cancer, il y a une quinzaine d'années, parlait déjà des anticancéreux oraux. Et les anticancéreux oraux, ce sont des vrais traitements du cancer. N'ayez pas cette image de c'est un traitement oral, donc il n'y a pas d'effet secondaire. C'est un traitement oral, donc il n'y a pas d'efficacité. Non, c'est juste le mode d'administration qui change. Et ça peut être de la chimiothérapie, ça peut être des thérapies ciblées, ça peut être des traitements qui peuvent entraîner des effets secondaires extrêmement sévères, parfois malheureusement mortels, et d'où l'importance de sécuriser la prise en charge de ces patients, puisque par définition, ils seront à domicile. Alors le plan cancer, il y a un des items qui est effectivement de sécuriser la prise en charge des patients et de réfléchir à des nouveaux modes d'organisation de cette prise en charge. Il faut juste l'étape d'après, de réfléchir à des nouveaux modes de financement de cette prise en charge. Et pour l'instant, il y a une mission d'intérêt général qui est mise en place depuis l'année dernière, pour laquelle la redistribution reste encore assez floue. Ce n'est pas une prise en charge qui n'est pas du tout exceptionnelle, hein, puisque à ce jour, il y a un traitement anticancéreux sur 3 qui est administré par voie orale. Donc quasiment une majorité des patients, dans le cadre de leur parcours de cancer, notamment lorsqu'ils sont en situation métastatique, seront amenés à avoir une prise en charge avec ce type de médicament. L'organisation d'un parcours est nécessaire d'un point de vue médical pour le patient, c'est-à-dire que si on est capable de minimiser les effets secondaires, si on est capable de les prévenir au maximum, pour le patient, c'est comme une amélioration de sa qualité de vie qui est clairement significative. Il y a un intérêt médical du côté du médecin, pour que je me place, c'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est que le traitement soit le plus efficace possible, avec le moins d'effets secondaires possible. Et surtout, ce que je veux éviter à tout prix, c'est d'arrêter un traitement à cause des effets secondaires, arrêter un médicament précocement. Pourquoi c'est important ? Notamment en situation métastatique, c'est-à-dire que je n'ai quand même pas 15 ou 20 médicaments différents, et du coup, si j'arrête un médicament pour un effet secondaire qui aurait pu être évité, c'est tout de suite une arme thérapeutique en moins. Et après, c'est quelques chiffres pour vous montrer que ça a aussi un intérêt d'un point de vue sociétal. C'est que les anticancéreux oraux, ça représente à peu près 1 milliard de dépenses annuellement pour l'assurance maladie. Et que vous pouvez voir, alors désormais il doit y avoir 82 ou 83 anticancéreux oraux qui ont une AMM en 2017 aujourd'hui. Grosso modo, la proportion de la distribution en officine et de la dispensation en officine et de la dispensation en pharmacie hospitalière reste à peu près la même, c'est 75-25%.
Vous voyez juste le petit tableau ici qui montre que les autorisations de mise sur le marché des dernières molécules en anticancéreux sont essentiellement orales depuis 7 à 8 ans. Voici un petit peu pour l'état des lieux. Alors, quand on parle de médicaments, on parle de circuit de médicaments. Quand on parle de patient, on parle de parcours. Et je voudrais juste rappeler le parcours d'un patient sous anticancéreux oraux. C'est un parcours qui va être complexe, non seulement pour des questions géographiques, parfois il est à l'hôpital, souvent il est à domicile, et c'est également un parcours qui va être complexe à cause du nombre d'intervenants qui va être présent. C'est-à-dire que la prescription de ce médicament va être hospitalière, va se faire par un cancérologue. Cette prescription hospitalière prouve que finalement, la personne qui connaît réellement le médicament, ça va être le médecin qui va connaître, savoir comment le gérer, comment prévenir les effets secondaires, ça va être le médecin. Le problème, c'est que ce médecin, il est à l'hôpital. Premier problème. Deuxième problème, c'est que dans 3 fois sur 4, ce qu'on a expliqué, c'est que la dispensation de cette molécule va se faire par le pharmacien d'officine. Le pharmacien d'officine qui, dans la grande majorité des cas, n'a aucune notion de cette thérapie. Moi, je pense tout souvent l'exemple du pharmacien du Sheila, parce que je le connais, qui, lorsqu'il va délivrer 1 à 2 ordonnances d'Everolimus, Everolimus, c'est un traitement qu'on donne dans le cancer du sein métastatique et dans le cancer du rein métastatique, et il le dit assez ouvertement, c'est-à-dire que moi, l'Afinitor, l'Everolimus, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas ses effets secondaires, je ne connais pas ses interactions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en pratique, c'est lui qui le délivre. Le troisième problème, c'est que l'administration se fait par le patient lui-même. Alors j'ai mis les soignants dans des très très rares cas, il se fait par le patient lui-même. Et c'est pas comme, là ça change le paradigme, c'est-à-dire que tant que le patient venait faire son traitement intraveineux à l'hôpital, on savait qu'il était venu, donc on avait une notion de l'observance, et puis on pouvait gérer vraiment au fil de l'eau un petit peu comment ça se passait. Là, le patient, quand il est chez lui, on n'a pas du tout de notion de cette observance, et on ne sait pas comment ça se passe réellement en pratique. Et après, suivi et réévaluation, j'ai mis un petit peu tout le monde. C'est souvent le patient et le médecin spécialiste généralement qui réévalue et l'efficacité et la tolérance. Et ce qu'on peut voir assez clairement avec ce schéma, c'est que finalement, le seul acteur de la prise en charge qui est présent à chacune de ces étapes, c'est le patient. D'où l'intérêt de faire en sorte que le patient soit acteur de sa prise en charge. Et je vais vous montrer après que acteur de sa prise en charge, il ne faut pas juste que ça soit de l'affichage, c'est juste qu'il ait les moyens de comprendre sa maladie, comprendre ses traitements et connaître les systèmes d'alerte qu'il a besoin. À partir de ce postulat, on a fait un travail qui m'a servi dans le cadre de mon Master 2 à l'IFROS. Je vous encourage de faire ce Master 2 à l'IFROS, qui est vraiment très très bien. Qui a permis de mettre en place, on a fait une évaluation en disant, nous, cancérologues du Centre Lombérard, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on voudrait comme prise en charge? Comment on voudrait coordonner ce qui se passe à l'extérieur? Et en fait, notre raisonnement était de se dire, mais si on veut coordonner ce qui se passe à l'extérieur, il faut que nous, en interne, on ait un parcours fluide, lisible, compréhensible et surtout reproductible. C'est-à-dire que quelle que soit la spécialité, quel que soit le médecin, on fasse exactement la même chose. On parlait des résistances au changement avec un de mes anciens collègues. Effectivement, au début, il fallait travailler un petit peu là-dessus. Donc, je vais juste vous présenter un petit peu, très très rapidement, ce que c'est un parcours d'une primo-prescription. Une primo-prescription, c'est juste quand le patient a une prescription pour la première fois de cet anticancéreux oral. Il a une consultation avec le médecin spécialiste. C'est une consultation qui va être tout à fait classique, c'est-à-dire qu'il va informer le patient sur le traitement, sur comment on prévient les effets secondaires, comment on gère ces effets secondaires s'ils sont là, auquel cas on lui donne des ordonnances de traitement pour prévenir les effets secondaires. On lui remet un programme personnalisé de soins et surtout, et c'est pour ça que j'ai parlé de CISRA dès le départ, c'est que la communication de cette consultation, la communication de ce PPS va être adressée directement et automatiquement aux médecins correspondants et notamment aux médecins généralistes. Si je reste sur mon exemple, moi je fais mes comptes rendus de consultation en reconnaissance vocale et je valide moi-même mes mots en automatique, ce qui veut dire que le patient est encore en face de moi dans la salle de consultation, que grâce à ce système ZEPRA, zéro papier enrônable, c'est un échange complètement dématérialisé, le médecin généraliste de ce patient va déjà avoir l'information, va déjà recevoir mon compte rendu de consultation. ZEPRA, c'est quelque chose de valable. Je ne sais pas si vous savez que mensuellement, il y a 215 000 comptes rendus de consultation, 200 000 messages qui passent par ZEPRA tous les mois. C'est le dernier chiffre de novembre 2017. Deuxième étape,
Ah, mais vous m'avez pas dit, si, vous voyez bien. Deuxième étape, le patient va sortir de la consultation, on va voir l'hôtesse ou l'assistante médicale, rien d'exceptionnel, on va programmer les rendez-vous. Et la troisième étape qu'on a créée, c'est une sorte de programme de pharmacie clinique. Pharmacie clinique, qu'est-ce que c'est? C'est que le patient va voir le pharmacien hospitalier, donc de mon établissement, pour réaliser une consultation. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui a été nouveau et pour lequel, d'ailleurs, les pharmaciens de mon établissement étaient très très intéressés puisque ça changeait un petit peu leur pratique et pouvaient avoir un contact relationnel avec le patient. Et là, l'étape qui était importante, c'est que le pharmacien hospitalier ne fait pas juste une consultation avec le patient, c'est qu'il va se mettre en relation téléphoniquement avec le pharmacien d'officine du patient. Pourquoi ce contact est important? Parce que si vous voulez faire de la conciliation médicamenteuse, c'est vérifier qu'il n'y ait pas d'interaction entre les molécules. Il faut connaître le traitement personnel du patient. Et le professionnel de santé, souvent qui connaît le traitement personnel du patient, c'est celui qui l'a délivré. Et c'est le pharmacien d'officine. Donc là, il y a un premier contact qui se fait dans un sens, c'est que c'est le pharmacien d'officine qui va donner au pharmacien hospitalier le traitement personnel. Étape de conciliation, le pharmacien hospitalier réexplique un petit peu au patient et va renvoyer au pharmacien d'officine ce compte-rendu de consultation, ce qui va permettre à ce pharmacien du Cheylard, désormais, je vais rester sur lui, de savoir que monsieur Untel va venir chercher cet après-midi ou demain une ordonnance à Clafinitor et qui va pouvoir préparer cette dispensation. Là encore, les échanges, alors hormis l'appel téléphonique qui se fait, mais les échanges qui se feront ensuite se feront de manière dématérialisée, toujours grâce à Zepra, avec un item qui s'appelle Zepra Pharmacie, qui permet de communiquer d'une pharmacie à une pharmacie. Je crois qu'à peu près il y a 3000 pharmacies dans la région qui sont connectées avec ce système. Alors, on a fait une première évaluation de cette consultation pharmaceutique, qui était un nouveau métier. Alors, on a fait les 60 premières consultations. Vous voyez que ça dure une quarantaine de minutes, donc c'est des vraies consultations. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est les interventions pharmaceutiques. Les interventions pharmaceutiques, c'est-à-dire que le pharmacien du CLB a appelé le cancérologue en disant là, ta molécule, avec le traitement qu'il prend, ça va pas trop. Et vous voyez, une fois sur 4, il y a eu des modifications de pratique. C'était souvent des modifications de dose, rarement on a retiré le médicament, mais c'est quand même quelque chose qui a un vrai impact sur la sécurisation de cette prise en charge. Troisième étape, c'était de se dire... Je sais pas où je suis. Quatrième étape, c'était de se dire que certains patients, même si on mettait tout ce qu'il fallait au maximum dans la coordination, il y avait besoin d'un suivi au domicile plus régulier, plus rapproché, plus sécurisé. Et on s'est mis en relation avec un réseau ville-hôpital, qui était le réseau source dans la région lyonnaise, qui était de se dire que pour les patients âgés, pour les patients fragiles, il fallait étayer ce qui se passe à domicile pour vraiment sécuriser les choses, puisque patient fragile dit quand ça dérape beaucoup plus vite. Et donc on avait la chance de faire en sorte que le réseau source, on a une infirmière dans notre établissement qui est là tous les matins. Et quand les consultations ont lieu l'après-midi, elle est pas très très loin et elle arrive à se déplacer pour organiser un petit peu le retour à domicile, toujours en s'appuyant, et c'était un peu l'idée générale, sur les professionnels libéraux, les professionnels qui connaissent le patient puisqu'ils vivent à son domicile. Dernière étape, dernière étape de la dispensation, c'est le pharmacien d'officine qui est tout content de savoir que le monsieur Untel il va venir et que je vais pouvoir lui délivrer des médicaments qu'il connaît parce qu'il a pu se renseigner. Dans le cadre de mon audit, parce que je fais aussi des consultations avancées en Haute-Savoie et je connais très bien les cancérologues, notamment de Annemasse et de Salanches. On avait fait un audit sur les pharmacies d'officine dans la région, là-haut. Et en fait, dans 70% des cas, le pharmacien d'officine, lorsqu'il voyait un patient arriver avec une ordonnance anticancéreux orale, son premier réflexe, c'était de regarder sur Google pour savoir ce que c'était. Et bien désormais, il a l'information avant et une information qui est médicalisée et fiable. Donc le patient commence à prendre son médicament et comment ça se passe ensuite? On a essayé de changer également le paradigme. C'est-à-dire qu'avant, on attendait que le patient nous appelle en disant « là c'est l'urgence, ça ne va pas du tout ».
eh ben, on est parti désormais sur un suivi proactif. Alors il y a un appel téléphonique, c'est-à-dire que ma secrétaire va appeler entre le 8e jour et le 21e jour en fonction des molécules, appeler le patient pour savoir comment ça se passe en pratique à la maison et essayer d'anticiper les gros problèmes. L'innovation, c'était le phénomène de télésuivi. Et on s'est servi, là encore, d'un portail régional, alors nous on appelle MyCLB notre établissement, pour essayer de suivre de manière beaucoup plus rapprochée les patients chez lui. MyCLB, c'est le portail patient du Centre Léon Bérard, c'est pas quelque chose qui est propre au Centre Léon Bérard. MyCLB est un composant de MyHop, un projet qui avait été initié par les Hospices civils de Lyon et qui est désormais porté toujours par le GCS. Vous allez dire que je fais de la pub, mais c'est vrai qu'il faut le porter là-dessus. Pourquoi c'est important d'avoir un projet porté à l'échelle d'une région? C'est que pour un patient, qu'il soit désormais suivi à l'hôpital de Bourgoin, qu'il soit suivi à Édouard Herriot ou suivi au Centre Léon Bérard, pour ce patient, à 3 endroits, il n'aura qu'un seul portail patient et toutes les informations qui seront transmises par ces 3 hôpitaux arrivera sur un seul endroit, un seul login mot de passe. Fini les 12 000 applications pour lesquelles on a toujours oublié son code et son mot de passe. Donc là, vous avez un visuel du portail patient d'un patient test. Et ce que vous pouvez voir, c'est ce qu'il y a juste là, c'est que le patient a accès à son dossier médical. Je vous ai expliqué, un patient acteur de sa prise en charge, c'est qu'il doit être capable de savoir où est-ce qu'il en est de sa maladie. Et le patient a désormais accès à son dossier médical en ligne. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. La loi date de 2002. En pratique, je pense que vous savez tous en tant que professionnel, c'est que c'est très très compliqué, que les contraintes administratives pour avoir un dossier médical sont très très difficiles. Là, il a accès à son dossier médical en ligne, il a accès à ses différents rendez-vous, il peut communiquer de manière complètement sécurisée avec les professionnels de l'établissement. Et tous les derniers messages en haut à droite sont écrits là-dessus. Et surtout, il y a la petite icône là, on appelait ça télésymptômes, mais en fait, il clique dessus, il va avoir accès à un formulaire de télésuivi. C'est-à-dire qu'il va pouvoir remplir une fois par semaine un questionnaire avec une dizaine de questions très très basiques. Son foie, sa fièvre, son essoufflement, sa douleur. Et en fonction des réponses, il va y avoir des phénomènes d'alerte qui vont arriver, alors là c'est le côté dossier patient informatisé du Centre Léon Bérard, de manière automatique, c'est automatiquement dans son dossier médical. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'intervention humaine. Et par contre, l'alerte, vous pouvez voir ici que ce patient, alors c'est un patient test bien entendu, a rempli 14 formulaires, il y a 7 qui sont verts, donc il y a certes où il n'y a pas d'alerte, et il y en a 7 où il y a une alerte, ils sont rouges, et vous voyez qu'ici, le dernier, c'est parce qu'il avait de la fièvre et qu'il était fatigué. Le télésuivi, c'est pas du gadget. Le télésuivi en cancérologie, c'est pas un gadget. Et si vous me permettez que je fasse mon cancérologue de base, un cancérologue de base, il croit, la Bible pour lui, c'est l'essai clinique randomisé. On avait déjà eu une étude réalisée par une équipe du Mans, une équipe française, qui avait déjà montré un bénéfice en survie globale. Survie globale, c'est-à-dire que les patients vivent plus longtemps. Alors, il a été critiqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de patients, parce qu'il y avait des biais méthodologiques. Du coup, les Américains ont présenté il y a 6 mois, grosso modo la même étude, avec près de 800 patients, une vraie étude randomisée, ces patients qui avaient un cancer métastatique quel qu'il soit, un traitement quel qu'il soit, de l'immunothérapie, de la chimiothérapie, des thérapies ciblées. Et cet essai thérapeutique qui comparait le télésuivi, le formulaire où le patient répond quand il veut, même si tout va bien, versus le suivi classique, on attend que les urgences nous appellent en nous disant que ça ne va pas. Cet essai thérapeutique a montré un bénéfice en survie globale de plus de 5 mois. Alors, ça peut paraître pas beaucoup quand on est côté patient, plus de 5 mois. Un bénéfice en survie globale en cancérologie de 5 mois, c'est majeur. C'est-à-dire que s'il fallait qu'on attende que toutes les molécules qui ont une AMM aient un bénéfice en survie globale de plus de 5 mois, il n'y aurait pas grand-chose qui serait en innovation. Ça ne veut pas dire que le télésuivi contrôle le cancer. Ça veut juste dire que si on est capable d'écouter les patients, de savoir ce qui se passe à domicile, on est capable d'anticiper les complications graves, on est capable de dépister plus précocement les récidives, parce que c'est aussi ça un petit peu, et du coup on est capable d'améliorer la prise en charge. Donc oui, le télésuivi, ce n'est pas un gadget, il faut l'organisation qui va derrière, il faut être capable il faut s'organiser en interne pour recevoir les alertes, parce que si vous avez les alertes et qu'il ne se passe rien d'autre, c'est pas très intéressant.
Et je vais aller un petit peu plus vite. Le suivi auprès de l'infirmière du réseau source pour les patients fragiles. L'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, on a un programme effectivement également, comme beaucoup d'établissements. Difficile d'impliquer les patients parce qu'il faut les faire souvent revenir dans les établissements. Et quand ils habitent loin, c'est un peu compliqué. Puis il y a la réévaluation classique. Voici un petit peu le schéma qui reprend le circuit du patient, mais avec l'ensemble des interactions des différents acteurs. Vous voyez bien que le patient reste au cœur de cette prise en charge, que la télémédecine, comme on l'entend, avec des échanges dématérialisés, une information qui va rapidement, pour laquelle on est capable de la retrouver au bon moment, au moment où on en a besoin, c'est ça qui est important. Les pharmaciens d'officine avaient besoin d'avoir l'information au moment où ils en avaient besoin. Il n'a pas besoin d'avoir l'information de l'éverolimus 6 mois avant, parce que dans tous les cas, quand il verra le patient, il l'aura oublié. Et grosso modo, les prochaines étapes, ça sera de poursuivre l'évolution de cette télémédecine, probablement en créant des formulaires spécifiques molécule par molécule, et en travaillant sur la digitalisation des parcours, c'est un terme un peu grossier, mais on imagine très très bien une coordination des parcours qui dépassera juste les anticancéreux. Les anticancéreux, en fait, c'était un petit peu un dogme, et on aurait envie de poursuivre là-dessus. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation originale, parce que finalement on a peu d'informations sur l'organisation de la chimiothérapie au-delà des murs. Ça suscite effectivement un autre regard aussi sur le télésuivi. C'est vrai que 5 mois, bon, on peut l'apprécier de différentes façons. Ça pose d'autres questions sur les progrès de la médecine et les paliers. Néanmoins, c'est vraiment intéressant de voir comment on peut réimpliquer aussi les pharmaciens et la question des compétences des équipes en ville.